Bonjour à tous. Vous connaissez tous le principe fondamental d'une économie prospère, fixer le prix d'un produit ou d'un service à la limite supérieure du prix du marché. C'est rationnel, mais malheureusement, cela ne conduit pas toujours à la réussite et au bonheur. Réussir économiquement et mener une vie heureuse et réussie sont deux concepts totalement différents. Aujourd'hui, je souhaite aborder les aspects psychologiques de la fixation d'un prix et de l'évaluation optimale de ses capacités pour un plus grand bonheur. Quelle est la meilleure estime de soi? Sous-estimée ou surestimée? Tous les psychologues s'accordent à dire qu'il vaut mieux avoir une estime de soi légèrement surestimée que sous-estimée. Mieux vaut être une personne impudente et conditionnelle qui force son chemin qu'une personne modeste qui se sous-estime, qui réfléchit constamment et cherche ses erreurs. Un esprit sain doit reposer sur l'amour inconditionnel de soi et la confiance en ses propres capacités. C'est vrai, c'est incontestable. Mais qu'en est-il dans la vie? Et en pratique? Les narcissiques et les personnes ayant une estime de soi surévaluée et exigeante envers les autres parviennent-ils au bonheur? La réponse n'est pas si évidente. Prenons l'exemple de votre travail et de votre salaire. Si vous avez la chance d'obtenir un emploi bien rémunéré et que vous estimez être payé bien plus que ce que vous pourriez être, tôt ou tard, cet état de fait ne conviendra pas à votre employeur. Par exemple, votre valeur objective est de 100 unités monétaires et vous êtes payé 2 cents, le double? J'ai connu quelqu'un qui avait une trop grande estime de lui-même et qui a gravi les échelons très rapidement. Lorsqu'il était simple employé, il recevait 100 unités monétaires conventionnelles, et lorsqu'il est devenu patron, il en recevait 300. Mais objectivement, son utilité réelle se situait entre 100 et 150 unités maximum. Bien sûr, on peut toujours jeter de la poudre aux yeux des autres, mais la vérité finira par éclater et un audit indépendant sera mené. Et surtout, cet ami à moi a commencé à travailler 2 fois plus, sa responsabilité a augmenté, les risques ont augmenté. Avec l'augmentation de salaire, ses besoins ont également augmenté. Les besoins augmentent généralement rapidement avec la croissance des revenus, mais il n'est pas si facile de les réduire plus tard, après une baisse de revenus. En conséquence, après avoir perdu son emploi, cette personne a rencontré des problèmes financiers, un écart de trésorerie s'est créé entre ce que sa famille attendait de lui et sa valeur réelle en tant que spécialiste sur le marché. C'est une autre erreur importante qui vous rendra malheureux, essayez de répondre aux attentes des autres. Les attentes de votre femme, de votre famille, de vos amis, de votre entourage. Mon ami lui-même a admis que lorsqu'il ne gagnait que 100 unités monétaires conventionnelles, il était satisfait de tout, il était heureux, mais une multiplication par 3 de ses revenus l'a affecté négativement. Cette personne n'était pas préparée mentalement et, surtout, elle s'est surestimée, elle a surestimé ses capacités. Quand on vaut 100 unités conventionnelles, pour atteindre le bonheur, il vaut mieux se vendre un peu moins cher 90 à 95 unités, soit même un peu moins cher que ce que l'on pourrait vendre sur le marché. C'est une sagesse très importante, un paradoxe difficile à comprendre pour beaucoup. Après tout, nous on m'a toujours appris ceci, évaluez-vous en fonction du marché et essayez de fixer le prix encore plus haut. Mais pour le bonheur, il vaut mieux se sous-estimer un peu et obtenir un revenu stable, même légèrement inférieur au prix du marché, que de se surestimer et d'éprouver un malaise moral, de la peur, de l'anxiété. Il en va de même pour l'évaluation de tout autre bien et service. Par exemple, vous avez décidé de louer un appartement et vous devez fixer un prix. Vous avez étudié le marché et réalisé qu'un tel appartement coûte 100 unités par mois. Bien sûr, vous pouvez fixer un prix de 120 ou 150 unités, mais vous vous sentirez mal. Peut-être trouverez-vous même un locataire pour ce prix légèrement gonflé. Mais il vivra dans votre appartement pendant plusieurs mois, puis trouvera rapidement une option moins chère et partira, résiliera le contrat plus tôt que prévu, ne vous créant que des ennuis inutiles, des problèmes. Pourquoi, si vous pouvez fixer un prix légèrement inférieur au prix du marché, par exemple, non pas 100, mais 95 unités, et vous serez apprécié. Vous vous sentirez plus à l'aise psychologiquement. Vos pertes financières seront nettement inférieures, de seulement 5 unités, au bénéfice moral potentiel que vous pourriez tirer du sentiment d'être une personne noble et honnête. Pas un propriétaire avide cherchant à arracher un peu d'argent à son client, mais une personne honnête et honnête, avant tout honnête avec elle-même. Vous éviterez ainsi les conséquences négatives de toute entreprise.
Ne cherchez pas à vous racheter auprès de la société après coup en faisant du bénévolat, mais agissez d'abord selon votre conscience. Bien sûr, vous pouvez vivre sans conscience, comme le font de nombreux entrepreneurs, mais cette vie ne sera pas heureuse. Vous ne perdrez probablement pas grand-chose en termes financiers à long terme. Si vous vous surestimez, ou surestimez un produit ou un service, tôt ou tard, votre entourage le remarquera. Mis à part la négativité, vous n'en tirerez rien de bon. Ma déclaration contredit ce que disent la plupart des psychologues, mais j'affirme que les personnes les plus gentilles et les plus décentes sont des personnes avec une estime de soi adéquate ou même légèrement sous-estimée. Pas surestimée, mais légèrement sous-estimée. Comparée aux personnes impudentes et cupides qui se considèrent légèrement supérieures à ce qu'elles sont en réalité. Si nous considérons la question des finances, en particulier la question « Combien est-ce que je vaux ?», alors les gens peuvent commettre des erreurs cognitives de conscience particulières, distorsion de notre psyché. On a tendance à considérer comme optimal le salaire maximum qu'on a pu percevoir tout au long de sa carrière. Mais on ne tient pas compte des moments de chance, des moments de réussite et de prospérité. Le prix du marché, y compris celui de nos compétences, évolue constamment, il ne s'agit pas d'une valeur constante, mais d'une variable. On a l'impression que si on recevait 300 unités par mois, on ne devrait pas accepter moins. Mais on oublie que c'était pour une durée limitée ou qu'on a simplement eu beaucoup de chance d'obtenir ce poste très bien rémunéré. On a tendance à se surestimer et à surévaluer son travail. Mais c'est là que réside le piège, car nos besoins ne veulent plus diminuer. Le deuxième piège est de mesurer et de fixer un prix en fonction de ses besoins, et non selon des critères objectifs. J'ai acheté un produit à un prix conditionnel, et maintenant je ne peux plus psychologiquement le vendre en dessous du prix auquel je l'ai acheté. Même si objectivement, la situation du marché a peut-être changé, les prix ont baissé ou le produit a déjà baissé. On s'habitue et, objectivement, il ne coûte pas aussi cher qu'un neuf. Mais nous refusons obstinément d'accepter les réalités du marché, nous facturons trop cher et, par conséquent, nous perdons souvent notre temps. Lorsque vous attribuez 120 unités conventionnelles à votre travail au lieu de 100, vous ne dormez pas. Vous avez peur d'être dévalorisé au travail, exposé, vous tremblez pour votre carrière, et une psychologie vicieuse de l'argent injustement gagné apparaît, appelée « syndrome de l'imposteur ». Mais si au lieu de 120 unités, vous en recevez 95 ou 90, alors, théoriquement, votre employeur ne dort plus, il commence à vous valoriser davantage. Il est psychologiquement plus confortable de travailler dans des conditions où l'on s'est volontairement un peu sous-estimé. Dans de telles conditions, de nombreuses peurs disparaissent, par exemple la peur de perdre son emploi, et la confiance en l'avenir apparaît. Le « syndrome de l'imposteur » est destructeur, tout comme une estime de soi démesurée qui, contrairement aux affirmations des psychologues, mènera tôt ou tard les autres à la déception. Le travail devrait être source de joie, et cela n'est possible que si votre estime de soi correspond à peu près à l'évaluation réelle de votre temps passé sur le marché du travail, voire légèrement en dessous. Parfois, il est judicieux de prendre un peu moins de temps pour être plus heureux. Voilà ce que je pense, mes amis. Merci de votre attention. À bientôt.